Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre partenaire Slate.fr et nos invités, donc Jean-Marie Colombani, Virginie Leguet de Paris Match, Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de com politique, et Véronique Reissoult, présidente de Dentsu Consulting. Bonjour à tous. Alors vous savez, donc on attend le remaniement ministériel. Que va faire Emmanuel Macron? Va-t-il se débarrasser d'Édouard Philippe qui a gagné sa mairie du Havre, ou bien va-t-il le garder? Est-ce que ce sera le changement dans la continuité, ou au contraire, cette idée, écoutez, elle vient de Nicolas Hulot, l'ancien ministre de l'écologie. On l'écoute. Est-ce que vous souhaitez qu'un écologiste ou une écologiste soit nommé à Matignon? Ça aurait de la gueule. Virginie Leguet, alors effectivement, est-ce que vous pensez, comme Nicolas Hulot, qu'un Premier ministre vert aurait de la gueule? Ça aurait de la gueule. Est-ce que ça suffirait à terminer un quinquennat avec une majorité établie? C'est moins sûr. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est soutenu par la droite, et le camp adverse qui avait participé à son élection en 2017 est vraiment adverse. C'est-à-dire que prendre un Premier ministre écolo à l'heure où la gauche et les Verts sont en train de faire des alliances, et avec succès pour les municipales, et d'en préparer d'autres pour les élections à venir, rendrait un peu contradictoire la lisibilité de son assise politique. D'autre part, j'ai cru comprendre que les Verts eux-mêmes disaient qu'ils ne voulaient pas rentrer au gouvernement et qu'ils avaient l'intention de suivre leur propre route jusqu'en 2022. Oui. Jean-Marie Colombani, il y a des Verts macro-compatibles. On pense peut-être à Pascal Canfin, le député européen, qui lui a une vision de l'économie, de l'écologie et de l'économie justement qui est beaucoup plus proche de celle d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un ancien ministre de François Hollande, et il est lui-même un écologiste reconnu, et il préside une commission importante au Parlement européen. Donc c'est en effet un profil tout à fait acceptable. Simplement, pour rejoindre le propos de Virginie à l'instant, une chose est de nommer un Premier ministre écologiste, ça voudrait dire se séparer d'Édouard Philippe. Et se séparer d'Édouard Philippe, c'est une opération compliquée et risquée, parce qu'Édouard Philippe est populaire, parce qu'il est apprécié de la population, et que donc il y aurait un risque d'injustice commise de la part du président de la République, mais aussi parce qu'il est au centre de gravité de la nouvelle configuration électorale d'Emmanuel Macron, celle qu'il a souhaitée, c'est-à-dire s'ancrer au centre droit et à droite. Et Édouard Philippe est parfait pour cela. Donc, se déporter vers les écologistes en espérant récupérer une part des voix de gauche, parce que c'est cela aussi qui porte l'écologie, c'est une prise de risque supplémentaire qui est hasardeuse. Donc, je ne sais pas dans quel sens arbitrera Emmanuel Macron. Il est clair qu'il veut revêtir un habit vert désormais. Est-ce que ça doit aller jusqu'à un Premier ministre écologiste? La part de risque est au moins aussi large que la part j'allais dire, positive dans cette démarche. Laetitia Krupa, c'est un choix effectivement cornélien auquel est soumis aujourd'hui Emmanuel Macron. Il doit tirer en quelque sorte aussi les leçons de ces municipales, bien qu'il ait dit qu'il ne le ferait pas. Mais là, la vague est trop forte. Doit-il se séparer d'Édouard Philippe, comme l'a dit Jean-Marie, parce que il est à la fois populaire et parce que il a une assise, bien évidemment, des électeurs de droite, et l'électorat d'Emmanuel Macron a clairement glissé à droite. Donc c'est un choix très cornélien. Oui, mais alors je ne crois pas du tout à l'hypothèse du Premier ministre écolo, parce qu'Emmanuel Macron, si on entend le récit off, mais alors maintenant on sait bien que le off est traité immédiatement par la presse et ça devient finalement un récit médiatique, on entend ce récit d'un Premier ministre que Emmanuel Macron souhaite simplement exécutant. Donc, il ne va pas s'embarrasser d'un candidat qui serait une force de proposition ou qui viendrait lui imposer ses vues. Ça, c'est pas du tout apparemment dans les plans du président. Garder ou pas Édouard Philippe, le garder parce qu'il est populaire, est-ce que c'est une bonne raison pour un président? Je ne sais pas. Il me semble qu'Emmanuel Macron veut impulser un troisième acte. Ça, c'est ses éléments de langage, c'est-à-dire
voilà une nouvelle étape pour son quinquennat. Garder Édouard Philippe, ce serait un signal de statu quo, et le garder en lui demandant encore une fois d'être simplement exécutant, ça me semble impossible. Donc, en termes d'image, il faudrait qu'il trouve évidemment une personnalité qui montre un changement, qu'il satisfasse sa base, bien sûr, mais pour le grand public, il faut penser à sa base, à son électorat, mais il faut penser plus large. Je vous rappelle que la base d'Emmanuel Macron n'est pas si forte que cela, puisque la Bérésina des municipales montre qu'il y a un gros problème à la République en marche. Donc, c'est compliqué pour le président, mais l'image compte beaucoup et le signal que va donner cette personnalité va marquer, à mon avis, un départ bon ou pas de la fin de son quinquennat. Véronique Reissoud, qui êtes spécialiste des réseaux sociaux, entre autres de votre vrai métier de présidente de Dentsu Consulting, que disent une partie des Français qui sont sur ces réseaux? Est-ce qu'ils sont en demande de vert? Est-ce qu'ils veulent que le président endosse ce costume vert et qu'il fasse de l'écologie une des priorités? Eh ben, c'est tout le paradoxe en ce moment, c'est qu'en fait, en réalité, on en parle beaucoup dans les médias, mais sur les réseaux sociaux, et quand les Français s'expriment, pour eux, il y a deux sujets importants. Et il y en a un qui est plus important encore que l'écologie, même s'il y a eu cette vague verte ce week-end, c'est l'économie et la relance économique. C'est le grand sujet, et pour eux, le gouvernement doit d'abord s'atteler à ça. Par ailleurs, à côté, bien évidemment, la vague verte, elle existe. Bien évidemment, il y a une prise de conscience sur les sujets environnementaux. Et en fait, quand on regarde ce qui se dit, c'est pas tant. En fait, il y a un paradoxe, c'est que pour eux, le gouvernement et le remaniement doit être un sujet d'organisation plus que de personne, sauf pour le Premier ministre qui, lui, est par contre un sujet de personne. Et quand il parle d'environnement, il ne cite pas tant de noms que ça, bien sûr. Il y a un nom qui revient souvent, entre autres, c'est Madame Toubiana. Mais leur sujet, c'est surtout de dire il faudrait un symbole qui dirait, c'est pas tant Premier ministre que vice-Premier ministre, et un symbole qui serait, ça doit pas être un ministère de l'Environnement, ça doit pas être un Premier ministre de l'Environnement, ça doit être un ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et du Transport qui permettrait de montrer que on a bien compris la problématique, et dans le fond, la personne qui incarnera ça est moins important. La preuve, c'est qu'il n'y a pas tant de noms qui circulent que ça. En revanche, les discussions sur les forums, sur Facebook pour dire il faudrait marier ces trois sujets, c'est plutôt de ce registre-là de ce que l'on peut lire. Oui. Pour continuer sur l'écologie, après on passera à autre chose. Édouard Philippe, il voit l'écologie comme une dimension de l'action politique publique, mais est-ce qu'il le voit en réalité comme une priorité et comme le cœur de l'action politique, Jean-Marie? Ça, s'agissant d'Édouard Philippe, il est plutôt catalogué comme à la fois techno et d'une gestion classique et plutôt plus rigoureuse. Mais pour rejoindre ce que disait Véronique, à l'instant, je pense moi aussi que la priorité absolue, c'est la problématique de la relance. Parce que les catastrophes sociales vont s'enchaîner les unes aux autres. On l'a vu aujourd'hui avec Airbus, avec l'aéronautique, avec Air France, etc. On en parlera certainement, mais c'est la priorité absolue. Et donc, s'agissant de cette priorité, c'est sûr que Édouard Philippe est parfaitement qualifié. En revanche, si on est dans un schéma, comme le disait Laetitia tout à l'heure, si on est dans un schéma où il est à la recherche plutôt d'un exécutant et non plus d'un Premier ministre qui prenne toute sa place, alors en effet, il peut remplacer Édouard Philippe au motif que celui-ci ne serait peut-être pas assez écolo. C'est sûr que la priorité d'Édouard Philippe, telle qu'on peut le voir, est davantage l'économie plutôt que l'écologie. La problématique étant malgré tout aujourd'hui de concilier les deux, en sachant que le point de réconciliation des deux, c'est évidemment de passer des énergies fossiles aux énergies non fossiles et à l'énergie renouvelable, évidemment, mais au-delà, il y aura d'autres transformations, d'autres choses lourdes à venir, pour lesquelles peut-être, en effet, Édouard Philippe n'est pas en adhésion avec cela. Et d'autant moins que le vote écolo, auquel on a fait allusion tout à l'heure, c'est un vote de gauche. C'est pas les écolos tout seuls. C'est les écolos soutenus par des coalitions venues de la gauche. Donc voilà, ça ajouterait à la complexité, j'allais dire, pour Édouard Philippe. Il y a un nom qui circule, vous parlez de technicien, Emmanuel Macron veut un bon technicien ou une bonne technicienne, et le nom est lâché
de Florence Parly, l'actuelle ministre de la Défense. Virginie Leguet, est-ce que on a l'impression que c'est un leurre un peu qui est envoyé souvent comme ça avant les grands remaniements ministériels, des noms sont lâchés et en réalité on se rend compte que le jour J c'était pas du tout ça, donc on envoie un peu des fausses pistes. Est-ce que ça peut être le cas? En tout cas, le nom de Florence Parly qui circule depuis quelques jours correspond à un des souhaits d'Emmanuel Macron qui avait déclaré que pourquoi pas un Premier ministre femme. Moi, il me semble que remplacer Édouard Philippe, qui aurait le défaut aux yeux d'Emmanuel Macron d'être plus populaire que lui, par Florence Parly, qui est très sympathique, très sérieuse, très efficace, mais très peu connue du grand public, et qui visiblement ne remplirait pas du tout la fonction de Premier ministre au sens plein médiatique, mais serait effectivement relégué au rang de collaborateur, comme disait Nicolas Sarkozy. Il me semble que ce choix-là est très risqué parce que ça pourrait apparaître comme un gadget, comme un artifice et comme quelque chose de très peu crédible. Et en plus, je le répète, Emmanuel Macron aujourd'hui, qui est très identifié à droite, donnerait l'impression de changer de Premier ministre par confort personnel plus que par logique politique, et son électorat pourrait lui en tenir rigueur. Laetitia Krupa, est-ce que les Français attendent du symbole, c'est-à-dire une femme, un vert comme Premier ministre, ou peut-être un gros ministère qui serait couplé peut-être avec l'écologie? Est-ce que les Français sont en recherche de symboles ou dans le fond, d'avoir un Premier ministre, Pierre-Paul Jacques, ils sont, pardon l'expression, on s'en tape le coquillard. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un gouvernement qui est au travail à la fois pour gérer la crise qui est très forte, et on le voit avec Airbus, et on va en dire un mot, le sujet est l'emploi, l'économie, le post-Covid et la crise. À quoi, à votre avis, les Français sont attachés dans cette période-là? Il me semble que les Français veulent avant tout des solutions, c'est-à-dire que vous avez raison, ils veulent des solutions pour leur emploi, ils veulent des solutions pour l'école, ils veulent qu'on les rassure aussi. Je vous rappelle que quand même pendant 2 mois et demi, on était dans un registre de la peur pendant le confinement. La rentrée n'est pas du tout évidente pour la majorité des Français, donc bien sûr que c'est des solutions que le politique doit emmener assez rapidement, d'ailleurs, parce que ça va vite. Là, la rentrée c'est dans 2 mois. Emmanuel Macron a promis un plan de relance économique, écologique et sociale. Il sait que la justice sociale, c'est un impératif pour lui. Il le répète tellement de temps que pour l'instant, on n'a pas vu les actes, on n'a pas vu les faits. Donc, bien sûr que les Français sont avant tout demandeurs et attendent des solutions, attendent des réponses. Mais vous ne pourrez pas croire quand même que l'incarnation d'un poste aussi important que le Premier ministre ne joue pas sur l'inconscient collectif et sur l'adhésion au projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir non plus n'importe qui. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait une incarnation forte pour créer et pour fédérer autour d'un projet. Mais évidemment, avant tout, ce sont des solutions concrètes que les Français attendent. Véronique Reissout là-dessus, pour rebondir sur Laetitia. Les gens veulent vraiment, comme je vous disais, ils ont un sujet, c'est l'économie, et ils veulent vraiment effectivement des solutions, voire des résultats, encore plus, très concrets. D'ailleurs, depuis le début, ils demandent toujours à mesurer et à avoir des données concrètes. Et l'autre chose qu'ils attendent, c'est de l'écoute et de la considération. En fait, ce sont les 2 marqueurs vraiment forts de la fin. De nouveau, c'est pas tant une personne que la démonstration des résultats et la démonstration qu'on les écoute et qu'on leur donne de la considération, d'où d'ailleurs le début de succès de la Convention citoyenne. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait dans le nouveau gouvernement soit une administration, soit un ministère qui serait dédié éventuellement, Véronique, à ces relations avec ses citoyens pour organiser d'autres conventions dans cette veine? Alors, c'est clair qu'un ministère des Relations avec les citoyens aurait quelque chose d'intéressant, d'autant que ce ministère répondrait à cette attente de considération et répondrait aussi à un des reproches qui montent sur la Convention citoyenne, qui est d'abord c'est un sujet une fois, et surtout sur le fait que la notion de tirage au sort, même si l'idée de la représentativité a quelque chose d'intéressant, fait qu'on fait appel à des gens qui ne sont pas forcément des experts et que les Français et les citoyens considèrent que sur certains sujets, ils sont experts quand ça les concerne, qu'il y a des initiatives citoyennes locales, territoriales, voire numériques qui sont intéressantes à prendre en compte et que ça serait
sans doute un des signes les plus forts pour eux de la prise en compte de leurs besoins et de leurs compétences. Jean-Marie. Oui, ça fait partie des recettes qui sont imaginées pour faire face à la crise de la démocratie qu'on a à nouveau vécue de façon presque tragique, avec 60% d'abstention, c'est absolument vertigineux. Alors évidemment, il y a l'histoire du virus qui est probablement la part essentielle de l'abstention, mais néanmoins. Et donc là, il y a deux approches. C'est vrai que ces conventions peuvent être intéressantes. Là, pour le moment, celle-ci a plutôt montré des choses positives, plutôt montré son efficacité. Encore faut-il rappeler que les citoyens choisis par tirage au sort, avec des critères de représentativité que Véronique pourrait évidemment nous détailler, ils étaient entourés d'experts et que les experts ont quand même conduit leur démarche, ont quand même beaucoup accompagné leur démarche. Là, il y a deux visions qu'on peut avoir. On peut avoir la vision irlandaise parce que les Irlandais ont été les premiers à expérimenter ce mode de préparation des décisions. Les Irlandais avaient constitué des conventions citoyennes, mais où ils avaient ajouté une part d'élus. Il y avait à la fois des citoyens choisis par tirage au sort et des élus. Et tout cela avait permis d'accoucher d'une réforme fondamentale qui était le mariage homosexuel, qui s'est traduit par un référendum. Donc, scénario parfaitement réussi. Est-ce qu'on va être, nous, dans un scénario du même type? Je ne sais pas, pour celles et ceux qui veulent critiquer Emmanuel Macron et ses penchants pour le bonapartisme, on peut simplement rappeler que au plus fort de la période bonapartiste, la façon de gouverner, c'était une assemblée élue, mais l'assemblée élue ne prenait pas de décision, c'était des gens nommés par le pouvoir qui prenaient les décisions. Et là, on voit bien le confort qu'a pu éprouver Emmanuel Macron en disant « Faites-moi un catalogue et je choisirai dans ce catalogue ce qui deviendra plus tard une décision ou une autre. » Donc, ça flattait aussi un petit peu le côté, j'allais dire, exercice personnel du pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc, il y a des deux lectures possibles. Mais constatons pour le moment que cela va peut-être déboucher sur un certain nombre de réformes qui seront ensuite approuvées par le Parlement ou approuvées par les Français par voie de référendum. Laetitia Crepin, est-ce que c'est bien perçu dans l'opinion cette idée de commission de participation délibérative des Français tirés au sort? Est-ce que le président a bien communiqué là-dessus? On a vu quand même qu'il avait ce qu'on appelle fait du storytelling, c'est-à-dire qu'au lendemain, il a choisi le lundi, lendemain des élections, pour recevoir ces 150 personnes tirées au sort et faire, dans le fond, une sorte de show, puisqu'il a pris la parole. Et est-ce que c'était une façon de masquer le résultat calamiteux pour La République En Marche et de s'inscrire effectivement dans la couleur verte? Bien sûr, oui, c'était une façon d'enjamber le scrutin. Ça encore, c'était un off que l'Élysée avait diffusé avant l'élection. Le président voulait enjamber ce scrutin local. C'est fait, puisqu'il avait, il me semble, bien anticipé cette victoire. Impossible de savoir que les écologistes allaient réussir à s'emparer de grandes métropoles, mais en tout cas, c'était stratégiquement efficace, puisque le lendemain, c'est Emmanuel Macron qui reprend la main sur ce sujet-là, vous remarquez, sans aucun mot sur la défaite de LREM au municipal. Il a juste émis un communiqué le soir en s'inquiétant de cette abstention. Donc, rien de plus basique pour un président de la République. Donc, oui, c'est malin de la part d'Emmanuel Macron. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez avant, à la fin justement de cette allocution, de ce discours, dans les jardins de l'Élysée, il a souhaité que d'autres conventions citoyennes sur d'autres sujets soient mises en place. Donc, c'est-à-dire qu'il a bien insisté sur ce modèle de démocratie participative. Il me semble même qu'il a dit que c'était complètement inédit dans la Ve République. Donc, il s'octroie cette exception et cette originalité, cette audace politique. Donc, bien sûr qu'Emmanuel Macron tente de surfer sur ce process. Je vous rappelle quand même que cette convention citoyenne a été lancée après les grands débats nationaux. Oui, la suite des jaunes. Donc, bien sûr que là, Emmanuel Macron essaye par un tour de passe-passe. De toute façon, c'est l'obsession d'Emmanuel Macron, c'est le lien avec le peuple, avec la rue, avec la France qui est sur le terrain et qu'il n'a finalement jamais réussi à tisser.
Virginie Leguet, c'est vrai que cette convention citoyenne, dans le fond, c'est la traduction logique du grand débat. Mais est-ce que on voit quand même que le président contrarie un peu sa nature, puisqu'il aime décider de tout, et devoir demander aux Français, comme à un moment devoir se tourner vers les élus qu'il avait vraiment méprisés, voilà, il se transforme un peu génétiquement quelque part, dans sa façon, dans son rapport au pouvoir. Alors, ce rendez-vous de lundi dernier avec les représentants de la Convention citoyenne était prévu avant le résultat du deuxième tour des municipales. Mais moi, il me semble que Emmanuel Macron a fait preuve d'un très grand mépris en ne commentant pas le résultat des municipales vis-à-vis des électeurs qui se sont déplacés et qui lui ont envoyé un message très clair. Et si on veut renouer le lien avec le peuple et avec l'électorat, encore faut-il entendre ce qu'il essaye de dire. Et le peuple qui s'est déplacé, je suis bien consciente qu'il y a une abstention massive et une abstention même historique, mais malgré tout, les électeurs qui ont pris la décision d'aller voter dimanche, ils ont voulu dire quelque chose à Emmanuel Macron, et qu'Emmanuel Macron fasse mine de ne pas avoir entendu ce quelque chose me paraît très grave. Et je voudrais ajouter une deuxième petite chose. Virginie, il a quand même répondu à la vague verte, en quelque sorte. Mais ça n'a pas de sens. Emmanuel Macron aurait pu répondre à la vague verte il y a bien avant. Là, il se fait doubler sur sa gauche par ceux qui ont présenté des listes d'union ou parfois même des listes seules et qui ont gagné des grandes villes. Je rappelle que ELV a gagné des villes extrêmement importantes et des villes où probablement Emmanuel Macron n'avait pas anticipé ses victoires. Donc, avoir l'air le lundi de s'intéresser tout d'un coup à l'écologie alors qu'on ne s'y est pas intéressé ni l'année dernière, ni il y a 2 ans, ni il y a 3 ans, c'est simplement répondre à une émotion. Mais quand on est président de la République, il ne s'agit pas de répondre à une émotion, il s'agit de prendre en compte un fait politique et de l'analyser. Il ne s'agit pas juste d'artifices qui peuvent apparaître comme extrêmement superficiels. Juste pour rebondir sur je voulais vous poser une question. Pour rebondir sur ce que en 30 secondes. Il y a un problème, Emmanuel Macron et l'écologie, il y a un problème de sincérité. Et ce problème de sincérité, il est né du divorce avec Nicolas Hulot. Avec Nicolas Hulot, c'était un choix évidemment très populaire, dont on pouvait attendre beaucoup et qui n'a accouché de rien, et avec un divorce. Et donc, ce divorce continue aujourd'hui d'imprimer l'image d'Emmanuel Macron et de nourrir le soupçon d'insincérité quand il se saisit de ces questions écologiques. Jean-Marie, je voulais vous poser une question sur Airbus. Donc, Airbus a annoncé il y a 2 jours qu'ils allaient supprimer 15 000 emplois, 5 000 en France. Donc, le secrétaire d'État, M. Djebbari, a annoncé qu'il pourrait en sauver 2 000 chez Airbus. Est-ce que on est vraiment là dans le symbole de la post-crise, c'est-à-dire d'une entreprise qui avait une puissance incroyable en Europe, puisqu'elle a doublé, elle dominait le monde en quelque sorte face à Boeing. Donc là, on est en train de voir, on a sous le symbole de cette crise qui attaque en quelque sorte les entreprises les plus puissantes. Vous avez raison, c'est un symbole à plusieurs sens, parce que d'abord, c'était, rappelez-vous, 15 jours avant le virus, on célébrait le succès d'une industrie aéronautique qui était partie de rien pour devenir la première au monde, alors qu'auparavant, nous étions complètement dans les mains de Boeing. Et bien, voilà que Airbus surpassait Boeing. C'était une victoire éclatante, une victoire européenne, une victoire de nos industries, de nos ingénieurs, de nos ouvriers, et ainsi de suite. C'était vraiment… Et il y avait 10 ans de plan de commande, 10 ans de travail assuré pour tout le monde. Et puis arrive le virus et tout bascule. Tout bascule parce que la circulation aérienne s'interrompt, les gens n'achètent plus d'avions et ainsi de suite. Et donc il y a cet aspect-là premier des conséquences de la crise dans laquelle nous sommes entrés et comment en sortir. Mais l'autre symbole, c'est que vous avez noté que chez les écologistes, il y a maintenant une fixation anti-avion, anti-transport aérien au point de vouloir réduire les transports aériens à l'intérieur même de l'Hexagone. Et donc voilà qu'on peut mesurer aussi ce que voudrait dire une transformation ou une transition écologique trop rapide
ou trop brutale qui viendrait à rayer d'un trait de plume l'industrie aéronautique parce qu'on supprimerait un certain nombre de liaisons aériennes ou en tout cas l'affaiblir durablement. Oui. Or, il y a des milliers, des milliers, des milliers d'emplois à la clé. Donc on est là à la fois dans le symbole que vous avez dit et en même temps dans le cœur de la difficulté qui s'annonce pour quiconque veut conduire une transition écologique et donc il faudra choisir les objectifs et bien choisir la feuille de route. Par exemple, le nouveau maire de Bordeaux vient de déclarer son hostilité à l'automobile en disant qu'elle va disparaître et que c'est le sens de l'histoire. Ben non, on peut aussi bien concevoir une transition écologique qui ne passe pas par la mort de l'automobile, mais qui passe par une automobile qui se transporte par d'autres, des moyens non polluants. Donc, vous voyez, là, on est au cœur en même temps de ce qui va être la difficulté de définir quelque chose qui soit une économie non prédatrice, mais qui ne soit pas aussi une économie destructrice d'un certain nombre de choses qui existent et qui méritent de continuer à se développer. Même chose, petite parenthèse, pour le nucléaire. Oui, Véronique, est-ce qu'il y a des réactions là-dessus sur est-ce que certains pourraient cyniquement, chez certains écolos, enfin pas en tout cas des politiques, mais se dire bon, si l'aviation est dans une situation difficile, eh ben tant mieux, ça ne polluera plus la planète, ou pas la planète pendant un certain temps. Alors, tant mieux, peut-être pas, mais oui, il y a cette contradiction perpétuelle entre la réalité de la vie quotidienne, ou en tout cas, pas toujours quotidienne, mais de la vie d'avant et des envies écologiques. Il y a deux sujets autour de ça. Le premier, c'est qu'il y a plein de propositions. Donc, il y a des gens, par exemple, qui expliquent que certains écolos qui disent on devrait avoir un quota de déplacement et donc l'avion devrait faire partie de notre vie, mais c'est l'abus d'avion qui n'est pas bien. Donc voilà, une espèce de passeport, de points, enfin, voilà, plein de choses très créatives. Et l'autre sujet, c'est le sujet de la subvention et du soutien à des emplois. C'est la même chose pour l'automobile, on le lit beaucoup sur les réseaux en disant, mais d'un côté, on nous dit qu'il ne faut pas rouler, il ne faut pas avoir de voiture ou il ne faut pas prendre l'avion. Et de l'autre côté, on soutient cette économie et ces industries avec des aides de l'État. Et donc, c'est ces injonctions contradictoires qui perturbent beaucoup les Français et les internautes. Je voudrais, Laetitia Krupa, je voudrais qu'on passe au sujet de ce qui s'est passé hier dans à l'Assemblée nationale avec l'enquête parlementaire où tous les ministres défilent, y compris les anciens ministres de la Santé, donc il y a eu Marisol Touraine, on a entendu aussi Agnès Buzyn, et on a entendu Roselyne Bachelot avec un ton différent. Alors peut-être parce qu'elle a quitté la politique, et puis que les Roselyne, je le sais bien, ont une façon cash de parler. Donc elle a fait cette critique-là. Je vous propose de l'écouter. On attend que le préfet ou le directeur de l'ARS vienne avec une petite charrette porter des masques. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. C'est ça la leçon qu'il faut tirer. Donc Laetitia, donc Roselyne Bachelot qui dit mais c'est quoi ce pays où on attend que on infantilise les Français? Elle dit une sorte de vérité. Oui, si vous voulez, déjà le ton de Roselyne Bachelot était plus ou moins particulier déjà quand elle était femme politique. Aujourd'hui, effectivement, elle est passée dans le monde des médias, donc elle adopte un ton d'éditorialiste, hein, c'est ce qu'elle est aujourd'hui à la télévision. Donc bien sûr qu'elle se libère un peu de cette chape langue de bois du politique. Ce qu'elle dit, si on l'écoute bien, elle dit les médecins voilà, pouvaient s'équiper en masque tout seuls et peut-être prévenir la pénurie et s'en prémunir. En fait, elle donne, je pense, des pistes de réflexion parce que ce qu'on a entendu pendant cette crise, c'est évidemment cette pénurie, cette absence et cette communication désastreuse sur les masques, les tests et l'anticipation du pouvoir politique. C'est un fait. Mais si on regarde bien et si on écoute les experts, il y a aussi tout un problème dans la bureaucratie qui est complètement sclérosée et qui a empêché un fonctionnement beaucoup plus réactif et beaucoup plus immédiat. Donc, bien sûr, que le secteur de la santé doit aussi se poser la question du fonctionnement des ARS, la question de l'articulation L'agence régionale, hein, pour nos téléspectateurs, l'ARS.
l'agence régionale de santé. Oui, voilà. Et l'articulation entre le public et le privé qui n'a pas été si simple, hein, si on écoute vraiment les cliniques privées. Donc, bien sûr, il faut… En fait, voilà, ces auditions servent aussi à rentrer dans le cœur du sujet, si tant est qu'il y ait vraiment une transparence qui soit faite, parce que c'est ce qui est demandé, hein, aux politiques, aux responsables, aux anciens responsables, pour comprendre pourquoi à un moment ça a dysfonctionné. Et on ne peut pas avoir qu'un seul responsable. Ce serait beaucoup trop simple, il me semble, pour répondre et pour finalement conclure sur cette crise. Virginie Leguet, est-ce qu'on va apprendre des choses, on va découvrir des choses lors de ces auditions, parce qu'il va y avoir aussi le Sénat et d'autres auditions encore. Est-ce qu'on va être au bout de nos surprises ou pas? J'espère qu'on va apprendre des choses et j'espère qu'on va comprendre comment les décisions se sont enchaînées et comment les choses ont été peut-être plus compliquées que ce qu'a bien voulu laisser croire l'exécutif. Moi, je voulais revenir sur les déclarations de Madame Bachelot rapidement. Il me semble que Madame Bachelot a oublié d'où elle venait. Elle a oublié qu'elle-même a été ministre de la Santé et elle a oublié à qui elle s'adressait, c'est-à-dire à des députés. Madame Bachelot n'était pas hier aux grosses têtes où elle pouvait faire des plaisanteries sur la beauté de son buste et sur un médecin qui est venu chez elle soi-disant avec des instruments pas désinfectés, et elle s'est montrée extrêmement désinvolte quand elle a parlé des médecins de ville et de leur apparente incapacité à se fournir en masques. Elle a oublié que pendant une période, la vente des masques était contingentée, que les médecins de ville ont eu énormément de mal à se procurer des masques, qui n'étaient pas prioritaires pour la distribution des masques, et elle a aussi oublié que nombre de médecins de ville sont morts pendant cette épidémie. Je ne sais pas très bien si Madame Bachelot avait vraiment travaillé ses fiches avant de venir, mais elle a fait preuve de beaucoup de légèreté et de beaucoup de condescendance au prix probablement, peut-être qu'elle désirait amuser, peut-être qu'elle désirait distraire, mais son rôle n'était pas d'amuser et de distraire, son rôle était d'avoir étudié sérieusement ce qui s'est passé et de porter sur ce qui s'est passé un jugement posé et constructif, ce qui n'a pas été le cas. Alors, Jean-Marie, est-ce qu'elle a voulu amuser la galerie? Est-ce qu'elle a été désinvolte? Ou est-ce qu'elle a parlé cru? Elle a parlé vrai? Roselyne Bachelot, qui a été tout de même critiquée lorsqu'elle avait commandé trop de vaccins et finalement le principe de précaution a joué des années après pour elle et contre elle au moment où ça s'est passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec Virginie? Je ne me garderai de commenter vos commentaires sur la nature des Roselines, parce que ça nous sur un terrain un peu dangereux. Mais la conclusion qu'on pouvait tirer de la prestation de Roselyne Bachelot, c'est de dire au fond qu'il était peut-être politiquement plus dangereux d'en faire trop que de n'en faire pas assez. Mais bon, ça c'est une conclusion qui n'appartient qu'à Roselyne Bachelot. Moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est que là, devant des commissions parlementaires, on est dans l'exercice normal de la démocratie et dans l'exercice normal par les parlementaires du contrôle de l'exécutif qu'ils doivent exercer sur l'efficacité des politiques publiques et sur les comptes rendus qu'ils doivent en faire ensuite aux Françaises et aux Français. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la vague de procès qui s'annoncent, près d'une centaine de procès contre les responsables politiques, contre l'exécutif, etc. Alors on dit c'est la judiciarisation de la société. C'est au-delà de la judiciarisation, c'est la robespierrisation d'une partie de l'opinion qui veut à toute force des têtes au bout des pics quand il y a des épidémies ou quand il y a des décisions lourdes à prendre et quand il y a des conséquences de ces décisions. Et ça, c'est un vrai problème démocratique parce que qu'on se focalise en effet sur les commissions d'enquête parlementaires, ça me paraît totalement légitime, mais qu'on doit prendre garde aussi aujourd'hui à cette espèce d'inflation de procès de tous azimuts qui veulent que aussitôt quelqu'un prend une décision, elle est contestée, on va lui attribuer ceci ou cela, et là je pense qu'on introduit un biais qui est excessivement dangereux et qui risque vraiment d'abîmer la vie collective, même si on peut comprendre qu'un certain nombre de gens demandent des comptes, mais on est là sur un chemin qui est une part de l'américanisation qu'il faudrait plutôt modérer plutôt que de l'encourager. Véronique, là-dessus. Alors, sur Roselyne Bachelot, ça fait beaucoup réagir. Ce qui est très étonnant, c'est que, en fait, vous savez, quand les gens réagissent, il y a toujours une très grande part de ce qu'on appelle des réactions factuelles et neutres. C'est-à-dire, les gens
partagent juste l'information. Là, c'est toujours avec un point de vue. Il y a très peu de neutres. Il y a à peu près 70% des gens, enfin des messages qui sont plutôt négatifs sur Madame Bachelot et 30% qui sont très positifs. En fait, ces propos ont été très clivants. Pour ceux qui sont positifs, ça rejoint ce que Jean-Marie expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les soutiens sont plutôt sur, en fait, cette notion d'inflation de procès qui va arriver, le fait que les gens attendent trop de l'État. C'est cette partie-là qui a plu, pas tant la partie sur les médecins, mais où les gens disent, eh ben, c'est très bien, il faut dénoncer, non, on peut pas tout attendre de l'État. Mais globalement, beaucoup de réactions, plus sur Twitter que sur les autres réseaux, donc ça veut dire que c'est plus des réactions dans un esprit polémique, mais globalement, ce sujet n'est pas passé inaperçu. Voilà, Laetitia, un mot peut-être pour terminer, il nous reste une petite minute. Sur cette judiciarisation. Bien sûr, les plaintes commencent à être instruites, donc aujourd'hui, en fait, il y a un changement dans le paradigme politique, c'est-à-dire que le politique doit prendre en compte le risque de se retrouver un jour en justice. Est-ce qu'on peut gouverner de cette façon-là? Est-ce que c'est un signe positif pour la transparence et pour le jeu démocratique? C'est pas à moi de répondre à cette question, c'est à toute la société de se poser la question de façon collective. En tout cas, il est sûr, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marie, il y a une tendance comme ça à l'américanisation du jeu politique français. Est-ce que c'est pour le bien ou pas commun? À vous de répondre. On pourrait se risquer à laisser le dernier mot, une fois n'est pas coutume, à Alain Finkielkraut, qui disait, parce que toutes les questions que l'on voit qui surgissent sur les thèmes de confinement, privation de liberté, etc., il disait, nous ne sommes pas dans une époque, en France en tout cas, de prisonniers politiques, nous vivons une époque de politiques prisonniers. Les politiques sont prisonniers de la pression extravagante de l'opinion et des médias, mais désormais aussi prisonniers de la pression de la magistrature et des juges. Et donc, cela fait des politiques de plus en plus ficelés et de plus en plus difficilement mobiles, alors on est dans une période qui nécessiterait une très grande réactivité de leur part. C'est une des complexités de la période. Et j'ajouterais que les politiques sont également prisonniers de leurs administrations. Moi, je suis très frappée de voir au fil des dépositions comment les responsables politiques ils ont demandé des décisions et qu'ils ont mis très longtemps avant d'obtenir que ces décisions soient prises. Merci beaucoup, merci à tous pour vos analyses, vos éclairages. Je remercie Charlotte Urien-Tomaka qui a monté cette émission et qui est derrière caché son ordinateur, elle aussi. Et merci à Julia Guggenheim pour monter cette émission. Je vous remercie tous et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.